Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette, je ne sais plus combien de... Comme ça va bientôt faire 20 ans que l'EDF se réunit, il faudrait qu'on tienne un compte du nombre de sessions. Incidemment, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais on va au mois de mai, avril ou mai, on va commémorer 20 ans de l'EDF. Ah bon? Et donc, si vous avez des idées pour cette commémoration, j'ai reçu un message de Jean-Yves Comte, qui est c'est lui qui avait eu l'idée de l'EDF. Il était à l'époque responsable économique au consulat de France à San Francisco. C'est lui qui avait eu l'idée de cette réunion. Donc, on espère qu'il se joindra à nous. Donc si vous avez des idées pour une commémoration, qu'on fasse quelque chose d'un peu différent, ce sont toujours les bienvenus. Ce soir, pour une petite variation sur la formule, au lieu d'un invité, nous avons deux invités. C'est-à-dire Alfred Véricel et Antoine Boulin. Ils sont deux associés, on va voir leur histoire, comment ils se sont rencontrés. C'est assez intéressant et exemplaire, à la fois sur le fonctionnement entrepreneurial, comment traverser, comment parcourir la course d'obstacles du métier d'entrepreneur, de cofondateur, d'acheter et de lever de l'argent, vous connaissez tout ça. Et puis aussi, culturellement, comment faire le pont entre les deux cultures, c'est-à-dire qui nous achètent, ça va bien, et sur lesquels Alfred et Antoine ont des choses à dire. Bien, alors, Alfred, où est-ce que tu es né? Je suis né à Paris. Paris, il y a 42 ans, c'est ça? C'est ça. À peu près. Et Antoine? Mont-de-Marsan, il y a 35 ans. 35 ans. Que faisaient tes parents? Que font tes parents? Mon père était notaire et ma mère nous a éduqués. D'accord, c'était le Chief Operating Officer de la famille. Et toi, ton père était dans la publicité? C'est ça. Et ta maman? Pareil. Gérer la famille unique. Toi, tu es le fils unique, mais ça devient du boulot. Parce que quelquefois, il est plus facile de gérer 4 enfants qu'un épisode. Et toi, tu es 4, Et que font tes frères et sœurs? Communication EDF, immobilier et actuaire chez AXA. Très traditionnel en France. Il a fait des études de mathématiques, pour être actuaire. Je suis le seul commerçant de la famille. C'est le seul commerçant de la famille. Épicier. Quand j'étais topin, on disait ceux qui préparaient, il y avait les cornichons. L'épicier, Les cornichons, les épiciers cornichons. C'était ceux qui préparaient Saint-Cyr, l'école militaire. Et puis, bon, alors, comment est-ce que ça t'est venu de la fibre entrepreneuriale? Moi, j'ai l'impression que je suis né avec, en fait. Ouais. 14 ans, mais... Tu vendais des trucs à tes copains à l'école? Non, ça a commencé, en fait, les premiers soubresauts, c'était autour des... J'adorais les jeux, pas seulement vidéo, mais même jeux de société, et j'ai inventé des jeux. Et donc, j'ai déposé ma première enveloppe solo à l'INPI à 16 ans. Voilà, j'ai essayé d'aller le vendre en France, à Londres. Ça a marché? J'étais au culot, parce que j'avais un jeu qui ressemblait au Scrabble, et donc je me disais, bon, il faut le vendre à la maison d'édition du Scrabble. Je m'étais fait jeter en France en disant non, mais sans explication. Je n'avais pas aimé, j'étais à la maison mère. Je me suis pointé un soir volontairement, tardivement, pour essayer de rencontrer quelqu'un d'un peu haut placé. J'avais eu la chance de rencontrer le patron des projets internationaux du groupe à l'époque. Il m'a dit, le jeu est génial, mais je suis désolé, le Scrabble est une institution et je ne peux pas le toucher. J'avais fait un Scrabble Monopoly, j'avais marié les deux. Voilà, donc il dit, je suis désolé, mais voilà. Donc tu as été accusé d'actes contre nature. C'était un peu ça, voilà. Mais bon, j'étais au bout et je continue de penser que ça aurait pu faire un truc, mais voilà. En tout cas, bon, c'est bien marié les deux. Donc tu t'es retrouvé à la suite de problèmes familiaux, tu t'es retrouvé à devoir
gagner non seulement ta vie, mais même celle des parties de ta famille. Ouais. J'ai dû m'assumer très jeune, très jeune, 18 ans. 18 ans et je faisais mes études et puis voilà, il se trouve qu'à ce moment-là mes parents avaient des revenus en fortune et donc avaient dû prendre des prêts étudiants sur ma pomme et il fallait que je les rembourse moi-même parce que je ne pouvais pas le faire à l'époque, donc c'était l'école de la vie. Et qu'est-ce que tu as fait justement? J'ai fait tous les boulots de la terre. Je travaillais pour un traiteur, les week-ends c'était bien parce que je commençais en cuisine le matin à 6h, je chargeais le camion, je l'emmenais, je le livrais, je faisais la soirée, je remballais le camion, je le ramenais, je leur défaisais. Donc ça c'était bien parce qu'en plus il y a des heures sup. Sinon je faisais coursier la nuit aussi, je me relevais pour aller livrer les journaux, je livrais le Parisien dans les cafés du 8e. Voilà. Donc je me relevais à 2h du matin, je me recouchais à 5. Voilà, j'étais vous, mais après j'avais trouvé des trucs aussi un peu plus sympas, genre voiturier dans la boutique Chanel, donc c'était pas mal, bien payé, bon pour boire, une belle voiture, voilà, donc c'était sympa. J'étais vendeur dans des boutiques, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait. À l'époque, j'ai fait des porte-à-porte de gants magiques. Voilà, donc, de gants magiques? Avec gants magiques, je me suis retrouvé dans ce. J'ose pas demander ce que vous j'ai peur de la réponse. Voilà, j'ai fait. Mais c'est une belle école, on apprend beaucoup de choses et on apprend surtout ce qu'on n'a pas envie de faire. Aussi. Alors qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire? J'avais pas envie d'être enfermé dans le même job toute ma vie. Il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est se faire beaucoup virer, ou alors de construire et de... Mais il se trouve que j'ai toujours eu en même temps, quand on est entrepreneur, j'ai toujours eu aussi beaucoup de rêves, finalement. Et pour moi, un rêve n'a de sens que s'il est réalisable. Pour moi, non mais c'est pas tout le monde comme ça. Notamment, c'est ce qui différencie un peu mes parents, qui ont beaucoup de rêves. Donc j'ai appris ça d'eux, je pense. Voilà, mais pas toujours l'extrême envie de les réaliser. Mais voilà, donc ça c'est. Et les rêves, j'en ai eu plein, c'était des rêves de création d'entreprise, tout simplement. De voir quelque chose, me dire tiens, ma première entreprise, voilà, j'ai été utilisateur à l'époque, j'avais vraiment peu d'argent, donc j'étais utilisateur d'un service, à l'époque c'était Minitel, hein. C'était juste avant l'internet, d'un service qui s'appelait Degrift-Tour, et je trouvais ça génial. À l'époque, c'était le last minute de l'époque, mais c'était le tout début, on n'avait pas accès à ça. J'avais pu inviter celle qui est devenue ma femme à New York pour rien du tout. J'ai trouvé ça génial et c'est franchement formidable. Et j'ai découvert qu'il y avait des brokers informatiques qui faisaient du matériel informatique à moins 50%, mais qui vendaient qu'aux professionnels. Et c'était bon, voilà, c'était un rêve. Finalement, je vais faire le Degrift-Tour de l'informatique. Voilà, finalement. Et tout d'un coup, on voit quelque chose comme ça qui apparaît comme une évidence. Et le rêve, c'est de faire arriver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Toi, tu avais des rêves de grandeur, d'entrepreneuriat, Pas du tout. Je pense que mon histoire ne peut pas être plus opposée de celle d'Alfred, ce qui fait sûrement notre complémentarité. Le seul, en France, éducation très classique et linéaire. Quand tu as fait l'Institut de gestion ISG? Donc ça c'est Alfred, moi j'ai fait des SEC. Ouais. Et donc très linéaire jusqu'à... Donc quand même pour répondre à la question, il y avait un rêve quand même sous-jacent qui nous rejoindra peut-être un jour, c'est la politique et rendre la politique un petit peu plus efficace. Donc on espère que... Ça c'est un rêve, c'est un cauchemar. On verra ce que peut faire la technologie dans tout ça. On se retrouvera peut-être un peu. On ne peut pas changer l'argument. Ouais. On ne peut pas changer l'argument. Ça, les mots sont bien pesés, effectivement. Mais bon, c'est un long débat, c'est un autre débat. Voilà, les grains de sel, après, ça a été quand même l'arrivée de l'Internet fin 90 où des aînés de l'ESSEC, moi j'étais encore un petit jeune à l'ESSEC, ont décidé de copier un comparateur de prix américain qui marchait bien et ont décidé de lancer un comparateur de prix. Et quand moi, tous mes
les camarades sont orientés vers des carrières traditionnelles, ça m'a quand même attiré. Donc je devais quand même avoir un petit peu de fibre entrepreneuriale et j'ai décidé de faire ce saut et de commencer dans le web il y a une quinzaine d'années. Et que disaient tes parents au lieu de tu fais des secs, donc tu peux aller faire des conseils C'est une très bonne question. Je crois que je peux dire que ma mère avait un peu honte. Non, c'est vrai. Hein. C'est étonnant dans cette fibre. Et c'est aujourd'hui, je pense, en juillet, quand on a annoncé la fusion et qu'on a eu un bel article dans le Figaro qui parlait de nous, qu'elle a eu sa revanche 15 ans après. Ou j'ai eu ma revanche 15 ans après, en me disant, tu vois, il y a quand même quelque chose là-dedans. Et voilà. Non, à l'époque, il fallait du Procter. Oui, dans une grande entreprise. J'imagine. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que c'est ça, c'est quand même, si vous êtes là tous les deux, c'est justement pas pour qu'on parle de chacun d'entre vous isolément, mais comment est-ce que vous êtes rencontrés? Elle est à la barre du tribunal de commerce de Paris. Pourquoi il y avait des menottes Non, le tribunal de commerce, c'est pas de menottes. C'était un rachat d'entreprise. C'était la société de comparaison de prix qui était l'une, je pense, des startups les plus caricaturales. Qui s'appelait comment? Qui s'appelait Buy Central, qui était le concurrent de Quelcoût dans la comparaison de prix et qui a fait en un an 0 à 100 salariés, 0 à 5 pays et qui a dépensé un peu trop vite tout l'argent levé à l'époque et qui s'est retrouvé en situation de dépôt de bilan. Et donc les actionnaires ont décidé de sortir tous les jeunes entrepreneurs qui étaient aux manettes. Ils ont placé un président pour trouver un repreneur. Moi, je gérais le président, vous n'avez DG d'Hitachi France, il est arrivé dans ce truc qui faisait un chiffre d'affaires absolument ridicule, donc il s'est dit, moi je trouve un repreneur tout de suite, il n'y a pas d'avenir. Et je dirigeais la boutique opérationnellement, j'ai eu un peu à choisir, à mon avis, entre le projet d'Alfred et le projet d'un autre repreneur. Et puis on a eu, c'était le premier clic. Ouais, c'était une rencontre, mais qui s'est faite. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? À l'époque, moi j'avais lancé, je parlais de ma première entreprise qui était en 93, que j'ai revendue en 99. Oui, parce que l'arrivée de l'Internet a détruit ton business model puisque tu vendais des minutes en fait. Exactement. Avec Minitel, tu vends des minutes. J'avais un modèle d'intermédiation et avec l'arrivée de l'Internet, ça devenait un modèle de e-commerce. Et moi, je ne me sentais pas bâti pour l'e-commerce parce que c'est un autre métier. Faire de l'intermédiation et de manipuler de l'information ou manipuler du matériel, stocker, logistique, livraison, enfin tout ce que ça veut dire, c'est un autre métier avec gérer ce typologie de marge, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, et même si j'ai fait des business plans incroyables, j'ai une partie de moi qui m'a toujours retenu et finalement grand bien m'a fait parce que même aujourd'hui je continue très heureux d'être dans la partie plutôt média d'Internet que la partie commerce. Mais encore une fois, ça me correspond. Donc finalement, même si j'avais migré de l'Internet, du Minitel vers les premiers sites web en 95, enfin, voilà, c'était amusant. Et donc j'avais pas mal d'acquéreurs, je l'ai vendu en 99, très bien. Et fort de ça, j'ai essayé d'aller dans la partie média, qui était une forme d'intermédiation, manipuler l'information. Et voilà, et donc j'ai lancé mon premier site en juin 2000 qui s'appelait Best of Micro. Voilà, d'où Best of Media. Ça. Et voilà, 3 ans un peu compliqués, mais au milieu de ces 3 ans, parce que finalement, vous vous souvenez, l'explosion de la bulle Internet, donc c'était un petit peu compliqué à gérer, et surtout j'étais venu avec mes propres deniers, j'avais pas fait de levée de fonds significative, donc c'était une période difficile, mais très instructive, on a appris beaucoup de choses. Et au milieu de ça, il n'y avait plus de modèle, il faut se souvenir, il n'y avait aucun modèle, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on dit chiffre d'affaires, sur quoi vendre de la pub, de quoi Le seul modèle qui a commencé à apparaître, c'était la vente de clics, le coût par clic, le CPC. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on ait une expertise là-dessus. C'est là-dessus que je suis tombé sur Buy Central, qui était à la barre du tribunal, où là, même si on n'avait pas de moyens, etc., ça devenait réaliste, avec un vrai projet, quelques compétences, et on a été convaincants au tribunal, et c'est là qu'on s'est trouvé. Voilà. Donc
Bon, je pense que c'était vraiment une rencontre à l'époque. Mais l'entreprise elle a été payée, rachetée Par échange de titres. par échange de titres. Donc de la monnaie de singe. Absolument. Et la monnaie de singe, notre premier succès tous les deux, parce que ça s'est construit finalement comme ça, en 18 mois, on a remonté le comparateur de prix de façon remarquable. On l'a revendu finalement, c'est fin 2004, parce que il y a un moment, il fallait choisir justement le métier de médias sur Internet commence à arriver. La pub commençait à se vendre, et finalement, c'était deux métiers différents. Côté shopping, c'était quand ça? C'est fin 2004. En fait, c'était, non d'ailleurs je dis une bêtise, c'était fin 2003, début 2004. Quand les choses commencent à tout commence à décoller, là l'internet commence à décoller, et on se retrouve nous finalement avec deux métiers. On a un métier de comparateur de prix, de la vente de clics, puis un métier pub, qu'on a continué sur le contenu, etc., et qui commence à décoller. Et du coup on s'est dit on ne peut pas faire tout à la fois, on n'était pas très capitalisé, donc et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a pris la décision de revendre avec succès, vraiment. On a vendu Bertelsmann, donc Banque Centrale. Groupe allemand. Pardon, un groupe allemand. Enfin, colossal, sérieusement. Non, Pas de mauvais jeu de mots. Non, on est d'accord. Mais alors, comment est-ce que vous avez pu convaincre Bertelsmann de vous racheter? Ils avaient une activité en fait qui était connexe de comparaison de prix. Ils avaient une activité qui faisait de la comparaison de prix en B2B. Ils équipaient les différents sites portail de Orange, dans différents pays de comparaison de prix. Il leur manquait une marque, donc ils ont décidé ils cherchaient une marque pas trop chère sur laquelle capitaliser. Donc Banque Centrale avait encore cet ancrage européen en plus, ça a été lancé dans plusieurs pays. Et voilà. Mais qui était en forte croissance à l'époque. Et voilà. Donc, Donc toi, tu as servi ta peine chez Bertelsmann, c'est compris. Oui, j'ai fait quelques gammes Ça a duré combien? Tu restais combien de temps chez eux? 3 ans. 3 ans. Mon contrat spécifié que je devais rester pendant 3 ans. Chez eux, au moment de la vente, je n'avais pas le droit de quitter avant 3 ans. Je pense que tu es resté 3 ans et 2 mois. Oui, tu m'as parlé. Mais ça, c'est toujours, quand je vois des transactions dans lesquelles un des fondateurs, ou des fondateurs, enfin qui mènent ou mènent, sont obligés de rester une certaine durée, je me dis, mais ça va pas être forcément dans l'intérêt de l'employeur de mettre des bonnes notes aux gens, quoi, parce que c'est pas le meilleur travail qu'il accomplit dans ces circonstances. Alors maintenant arrive l'histoire de Tom Hardware. Alors, il faut expliquer ce que c'était à l'époque Tom's Hardware. Parce que évidemment, il faut quelques allumés. Je vois une ou deux personnes ici qui savent ce que c'est, les autres probablement pas. C'était à une époque une institution très importante. C'est depuis l'origine, de toute façon, sur tout ce qui touche aux composants informatiques, ce qui est quand même très technique finalement. Et c'est une référence, c'est resté une référence depuis 1996. Moi j'aime bien l'anecdote du fondateur qui était un chirurgien allemand, qui était un passionné d'informatique et qui faisait des tests dans son coin sur les composants informatiques et qui un jour a découvert l'une des puces d'Intel quand elle était utilisée à trop grande vitesse, elle prenait feu. Et donc il reportait ça à l'époque sur une page internet qui était un peu un ancêtre de blog en 95 ou 96. Et il a été responsable du premier recall. Intel a dû rappeler tous ses produits et c'est devenu un peu un gourou pour toute la communauté des fans de PC, d'ordinateurs. Ouais. Voilà. Oui, c'était si vous vouliez à l'époque, maintenant, faire votre PC à la main, parce qu'on peut aller chez Fry's, acheter une alimentation, une caisse, des néons, parce que si on fait son PC soi-même, il faut des néons, le refroidissement par eau, tout ça. Et donc vous allez trouver toute l'information. Il y a d'autres sites, mais si vous voulez de l'information pour faire ça, l'endroit où il faut aller, c'est Tom's Hardware. Mais ce que peu de gens savent, et ce que je ne savais pas, c'est que ça a été fait par un Allemand d'Allemagne. Ouais, tout à fait. Et qui a commencé directement à écrire en anglais, en fait. C'était assez amusant. Ouais.
Et qui est devenue une marque sur Internet. Une marque référente, hein, c'est vraiment. Nous, on s'est arrêté sur l'histoire au moment où on revend Bertelsmann. Après ça, finalement, on connaît une très forte croissance en France. On est nulle part en France et on devient co-leader en France en face d'un groupe historique de la partie tech, qui est le groupe Test, qui éditait le journal L'ordinateur individuel, Micro Hebdo, enfin voilà. Oui, Pardon. je cherche. Ah oui, voilà, oui, pas tout. Ici, l'informatique. Voilà, Jean-Baptiste aussi. Et donc, qui avait fait un des rares groupes médias français à avoir fait un virage réussi sur le web avec 01net. Et on s'est retrouvé co-leader avec eux. Et à ce moment-là, avec nos actionnaires, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a pris la décision de développer le groupe à l'international. On avait construit cette croissance à la fois sur la croissance organique, mais également une succession de croissance externe réussie. On avait fait la preuve de notre capacité d'intégrer ça. Donc du coup, on a dit on va aller à l'international, mais en procédant par acquisition. Donc j'ai passé l'année 2006 à regarder un peu le marché, aller voir tous ceux sur lesquels je surfais le reste du temps. Et Tom's Hardware, pour être très honnête, moi justement c'était un référent mondial, c'était inaccessible, voilà, mais j'ai quand même été le rencontrer, voilà, par curiosité, pas très loin d'ici, donc au CIS à Las Vegas bien sûr. Et voilà. Et finalement on s'est aperçu que c'était possible parce que bon, l'histoire était amusante, parce que justement c'était ce fondateur allemand qui était un personnage très particulier, très haut en couleur, et la boîte n'était pas forcément gérée de façon tout à fait traditionnelle. Tous les acteurs, les grands acteurs de notre secteur, que sont CNET, YDG, étaient passés par là et étaient repartis. Donc au début, on ne comprenait pas tellement pourquoi. On se disait, c'est quand même incroyable, cette boîte est compliquée. Bon, en faisant le couvercle à notre tour, on a compris. C'était très compliqué, c'était peu structuré, c'était beaucoup de batailles d'hommes, c'était très très complexe et il fallait y aller avec une grosse confiance et une grosse compétence technique. Eux, on voyait les grands groupes, on voyait les banquiers. Voilà. Nous, on y était nous-mêmes, on se retrouvait. Et comment est-ce que vous avez racheté cette entreprise? Avec quel fonds? Oui. À l'époque, vu notre succès, on avait une capacité de levée de fonds du coup un peu supérieure. Parce que à ce moment-là, l'époque était crédible. Voilà, l'époque était meilleure et on avait fait nos preuves en France. Et on avait surpris tout le monde avec la position qu'on avait atteinte en France. Encore une fois, personne ne nous avait vu arriver. Et voilà, donc on était appuyé par nos actionnaires. Mais alors l'anecdote est amusante parce que je pense qu'on est ici aux États-Unis et je pense qu'on va prêcher des convaincus, mais lorsque finalement on s'est orienté pour l'acquisition de Tom's Hardware en se disant c'est possible finalement de racheter cette boîte, le premier réflexe des actionnaires français est de dire oui mais attention, on est franco-français, on pense à se développer en Europe, mais les États-Unis, voilà, les Français aux États-Unis, ça marche pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va revendre la partie US. On le sait tous. C'est assez difficile. Donc voilà, il était question de vendre la partie US. Au dernier moment, l'acheteur nous a irrités, on va dire, pensant qu'on était coincés. Voilà, mais finalement, on a quand même décidé de ne pas faire le deal parce que cet acheteur ça devenait plus cohérent. Et là, j'ai réussi à convaincre mes actionnaires en disant faut y aller, on a monitoré, entre-temps on avait... Faut tout acheter. Voilà. Et allons-y, j'y crois, toute l'équipe qui était avec moi à l'époque, on y croit, mais on y croyait parce qu'encore une fois on avait été en profondeur, on avait été regarder la techno, on regardait d'où venait le trafic, on regardait toutes ces choses-là, et parce qu'on avait les mains dedans, et qu'on avait la capacité de comprendre ce métier, on s'est dit, en fait c'est une belle entreprise. Quel a été ton rôle là-dedans? Alfred, avec qui on était resté en contact quand j'étais chez Bertelsmann, m'appelle en me disant j'ai un job qui peut être marrant pour toi, je suis en train de finaliser le rachat d'une boîte aux US, est-ce que ça te tente? Je crois que dans la conversation, je lui ai dit oui. Avant, je me souviens très bien de savoir où était basé Tom's Hardware, parce qu'avec du recul, ça aurait pu très mal se passer si c'était ailleurs, c'était à Los Angeles. Et j'ai fait mes sacs et dans les 3 semaines, j'étais aux US. Qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant alors j'ai trouvé sous le capot, c'était pas très beau, parce qu'en fait la boîte aux US était gérée, donc le chirurgien allemand était plus opérationnel et avait mis aux US une équipe qui n'était pas intéressée capitalistiquement dans
la possible revente à un moment de la boîte. Et donc ils utilisaient la boîte ils se servaient sur la bête, pour dire de manière assez vulgaire. Et donc il n'y avait aucun investissement sur cette marque qui était très belle, et donc la marque allait comme ça. Donc c'était mal géré et avec de l'argent détourné. Moi ça fait 6 ans que je suis là, il y a encore des contrats que j'essaie de nous sortir parce que c'était les contrats qu'il avait fait à ses copains 6 ans après. Bon voilà ce que j'ai trouvé, j'ai dû licencier 90% des effectifs dans les 18 premiers mois. Alors que c'était pas Qu'est-ce qu'il y avait il y avait combien de personnes Il y avait une trentaine de personnes sur le payroll aux US, mais il y a beaucoup de rédacteurs qui sont freelance, donc en équivalent, ça ferait peut-être une cinquantaine d'employés aux US. Il y avait pas mal de contenu qui venait aussi d'Europe, qui était traduit d'Europe. Donc ça, c'était que la partie US. Donc moi, j'ai repris ça. Donc belle confiance d'Alfred qui m'envoie un petit Frenchie de 29 ans. Il y avait des employés dans 12 États. C'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Et voilà, donc on a mis un peu de temps à remettre ça On peut poser des questions. Tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. On va aller jusqu'à certains points, puis après on ouvrira pour les questions. Merci. Et voilà, donc il a fallu mettre ça en ordre. Il y a eu la crise quand même de 2008 qu'on a pris de plein fouet, donc la pression des actionnaires français commençait à monter. Et puis petit à petit, le travail de rationalisation de cette organisation, on a réussi à valoriser ses actifs. Donc au début, quand on arrivait, les US faisaient 20% du chiffre d'affaires du groupe, 15%, et 5-6 ans après, ça faisait la majorité du chiffre d'affaires du groupe. Donc on a réussi à valoriser cet actif. Et les actionnaires français, quand ils ont vu ça, ils ont dit quoi? On s'est trompé ou À quel moment? Non, mais je veux dire, en voyant comment le centre de gravité. Parce que si j'ai bien compris, il disait c'est pas la peine, il faut surtout pas. Mais il y a quand même un moment qui était pas loin, on a failli commencer à se désengager. On voulait arrêter notre régie, on a un outil publisher, il faut avoir une régie, savoir vendre sa publicité. Et on a failli se désengager au moment où. Et Alfred et moi on disait faut tenir. Et ça tournait en 2010. Et après, je crois qu'il y a une prise de conscience que le marché US était important, qu'il était possible de compétitif. Les actionnaires français sont rendus compte que le marché US était important. Ils ont challengé. Tu sais, pour l'anecdote, ils ont challengé longtemps, même quand moi j'ai pris la décision, au moment où c'est la bascule à plus de 50% du chiffre. Quand moi j'ai pris la décision en disant maintenant je vais y aller, parce que j'étais là 2 semaines. Les 6 semaines, mais maintenant je vais bouger, je vais aller là-bas, ça fait plus de sens de rester en France. Même là, j'ai pas eu le soutien de l'ensemble des actionnaires, même là. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, maintenant encore à 3 ans après, où on a encore fait un parcours important ici, plus la fusion que l'on vient de réaliser fin juin dernier, voilà. Ils ont fini par rentrer, mais ça aurait été long. Le cheminement est long. Alors, c'est intéressant quand même parce que c'est un sujet, ça. Qu'est-ce qui les aveugle Qu'est-ce qui aveugle les actionnaires? Parce que bon, ce ne sont pas des gens, il ne manque pas de quotient intellectuel, donc ce n'est pas une question de neurones qui manquent. Qu'est-ce qui. Je pense qu'il y a. Je pense que c'est proche. C'est proche finalement, c'est un phénomène de peur et lié à la taille. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est finalement c'est une taille de marché et de dire mais on n'aura pas les moyens de. Et au lieu de voir l'opportunité dans le marché, en fait, je crois que notre constat, c'est que le marché est tellement grand que ça ouvre des opportunités. Parce que tout ne peut pas être couvert, c'est ma lecture de la chose. Je pense que pour eux, la lecture c'est tellement gros, ça doit être très concurrentiel et nous, on ne va pas savoir se battre dans ce marché. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on voit, ce sont des opportunités. encore plus sur le web. Oui, le web étant une industrie qui est très industrialisée. Qui est comme anglo-saxonne. Le langage anglo-saxon aujourd'hui nous permet de couvrir un nombre de pays absolument considérable. Donc, cette pensée globale n'est pas encore arrivée de
façon si significative que ça. Et nous, pour avoir essayé de lancer des business en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ça a à chaque fois été beaucoup plus difficile que de faire aux US. Tellement compliqué, tellement plus protectionniste d'une certaine façon, c'est incroyable. Il y a l'histoire du moteur de recherche français, la Quero, qui a coûté 128 millions d'euros aux contribuables et qui n'a pas commencé en anglais. Alors qu'en Estonie, tout est payé à 3-4 millions d'habitants. Enfin, je ne me même pas. Quand Skype a commencé, parce que c'est Skype et Casa, enfin Skype en particulier, ça a été fait en Estonie, ils ont commencé directement en anglais, parce que pour un Estonien, c'était clair qu'ils n'avaient pas le choix. Donc ils ont commencé une société en anglais. Et donc elle était automatiquement était ouverte. Bon, on va pas. Le fondateur de Tom Sawyer l'avait bien compris, hein, lui en 85. Il a commencé en anglais. Ça c'est un peu triste, tant mieux pour vous. Donc vous avez, on va pas tarder à ouvrir vos questions, mais on va juste parler un peu de votre dernière opération, c'est-à-dire une grande fusion avec un groupe qui s'appelle TechMedia. Un concurrent de CNET en quelque sorte. Ouais, en fait, notre marché, donc sur le vertical high-tech, il y a un leader mondial historique qui s'appelle CNET, qui fait maintenant partie du groupe CBS depuis 2008, qui a été racheté à 1,8 milliard en été 2008. Et ensuite, donc, dans notre métier des médias, on regarde ça au nombre de lecteurs, donc de visiteurs uniques. Et CNET aujourd'hui pèse sur le marché américain et européen plus de 80 millions de visiteurs uniques. Et derrière, on est 4-5 concurrents à être, on était donc 4-5 concurrents entre 25 et 40 millions de visiteurs uniques. C'est qu'il y a un vrai décrochage entre le leader mondial et les concurrents. Et sur un marché relativement mature. Donc c'est un peu une anomalie finalement. Et donc nous, ça fait partie de notre plan vraiment de dire à un moment, il va falloir sortir de là. Et donc on a regardé, on s'est parlé avec tous ces acteurs-là. Et finalement, voilà, ça a pas mal collé avec un des acteurs, donc Tech Media Network, avec lequel on a décidé de fusionner. Voilà. C'était assez long, assez compliqué, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, je dirais deux choses. Un, c'est deux boîtes qui allaient bien, donc fusionner, parce que c'est vraiment ça, il n'y avait pas de cash dans le deal. Donc fusionner deux boîtes qui vont bien, on s'est posé la question beaucoup de fois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Parce qu'on part quand même à l'inconnu, on se marie avec quelqu'un et l'intérêt c'est qu'il a un ADN un peu différent, donc on va être complémentaires. Mais cet ADN, est-ce qu'on peut vraiment compter dessus, etc. Donc il y a quand même un moment, une prise de risque, une volonté de faire et une capacité, à mon sens, qu'on a eu, et on a vu qu'on avait eu du mal à tirer tout notre management et actionnariat français par moment, de voir qu'à un moment, un marché mature, parce que je considère que le média online devient relativement mature, il faut avoir une lecture, plutôt faut être dans les premiers à consolider, à un moment la consolidation est inévitable, et voilà. Et pour ça, il faut avoir des convictions, et surtout quand on a deux boîtes qui vont pas mal. Donc ça a été un premier pari. Quel a été ton rôle dans la négociation? On a quasiment tout fait à deux. Moi, j'étais celui qui était dans les détails. Et celui cop ou bad cop là-dedans? Moi, j'étais le. C'est marrant, il y avait les deux fondateurs. On était 4 à faire les négos. Hein. Il y avait les deux fondateurs qui étaient les optimistes, qui poussaient tout le temps. Et puis moi, j'étais avec l'autre DG d'en face, un peu ceux qui voyaient toujours le verre à moitié vide. C'est pas complètement vrai en fait, mais on était plus dans les détails, dans le fine-tuning du deal. Mais heureusement, parce que le nombre de deals qui explosent après parce qu'on n'a pas fait attention. Parce que moi, dans l'observation que j'ai de la complexité du deal, c'est que le fait de faire un deal en action avec ce 1 plus 1 égale 3, ça a rendu le deal beaucoup plus long qu'un deal de rachat en cash en disant je suis gros, tu m'intéresses, je te rachète et t'as rien à dire. Il y a des deals comme ça qui se font en 2-3 mois et là, ça nous a pris 3 ans. Et ça nous a coûté sûrement ce deal 1 an et demi. Je dirais que l'autre année et demie, c'est peut-être la peur de faire du business avec la France sur la fin. Hollande, la taxe est 75%.
Dailymotion, ça nous a coûté beaucoup. Dailymotion, explique, tu m'as dit tout à l'heure, donc explique ce que tu veux dire par Dailymotion. Dailymotion, qui est à deux doigts de se faire racheter par Yahoo, et le gouvernement intervient, ce qui Yahoo, c'était même pas un rachat, c'est une prise de participation sur 75%. Yahoo n'aurait jamais dû s'intéresser à Dailymotion. Enfin, ça, c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'actualité française, il y a quelques petites choses comme ça, et les 75% et Dailymotion, ça a été quelque chose qui... et puis la peur du coup de licenciement, vu qu'on a peut-être en France, donc on a 2 bureaux à Paris et à Grenoble, on a un très bon centre de R&D à Grenoble, voilà, et la crainte des actionnaires américains, c'est si un jour ça se passe mal en France et qu'on doit licencier, ils avaient estimé le coût à 2 millions d'euros, quasiment par employé, enfin c'était ridicule. Sur un coup, ils estimaient le risque global sur la fermeture d'un bureau à 20 millions $. Donc là, forcément, tout de suite, ils ont allé. Mais en fait, c'est les avocats. La problématique, c'est les avocats. C'est-à-dire qu'il y a. Non mais aujourd'hui, c'est la faute des avocats. Dans les faits, les avocats américains tentent à tout prix de faire renoncer à toute acquisition où il y a des équipes en France. Et vraiment, il y a eu toute une partie là-dessus. Et c'est malheureusement exagéré. C'est-à-dire que la réalité n'est pas celle qu'on souhaiterait, mais en plus, c'est exagéré. Et pour des écarts, bien souvent, par des écarts de com, type... Il y a de questions plus ça coûte cher, je pense qu'on pourrait révéler qu'on a dépensé plusieurs millions de dollars de coûts d'avocat sur ce deal. Voilà. C'est un deal important, c'est pas... c'est pas un deal du Nasdaq, c'est disproportionné. Il y a quand même plusieurs millions de dollars. Il y a quand même cette chose désolante. Il y a quand même cette chose désolante qui est l'image du pays natal où d'ici les Américains américaines voient la France comme un pays où il ne faut pas aller s'installer parce qu'on va avoir du mal. Alors que l'exception culturelle. Oui, c'est ça. Alors qu'on est ici en Silicon Valley, on est dans un environnement technique. Nous, on a toutes nos équipes techniques qui sont centralisées à Grenoble. Ah oui, parce que c'est mieux pour obtenir vos recherches. Enfin, ça ne coûte rien la recherche. Ouais, ça a coûté quand même un peu d'argent. Mais on a investi significativement. Mais c'est vrai qu'on a eu des coups de main type Crédit Impôt Recherche et Oseo, bien sûr. Mais on a sérieusement investi. Mais aujourd'hui, le type d'équipe qu'on peut avoir à Grenoble, le bassin aujourd'hui d'ingénieurs qui est là-bas, les compétences que l'on a, au prix auquel on les a, franchement, aujourd'hui, si c'était à refaire, j'hésiterais pas à avoir un centre de compétences à Grenoble. Mais c'est beaucoup moins cher. Enfin, tout le monde sait ce que coûte un ingénieur. Enfin, tout le monde sait. Je ne sais pas, mais ce que coûte un ingénieur actuellement ici, par rapport à la France, c'est pas 20% de plus qu'en France. C'est plus du double. Même avec les cotisations sociales, etc., c'est plus du double. Et on n'a pas à rougir des compétences encore. On a des mecs extrêmement compétents avec une vraie culture internationale. Enfin, ça fonctionne bien, c'est dommage. Alors, je crois qu'on pourrait raconter des anecdotes jusqu'à 11h ce soir. Avec votre permission, on va ouvrir un peu aux questions. Une question. Alors, une question, vous y avez un petit peu répondu, peut-être que je vais la par une autre question. Quand vous avez acheté Tom's Hardware, c'était en quelle année? 2007. 2007. Donc j'imagine qu'à l'époque il y avait déjà pas mal de trafic sur le site, mais les solutions de monétisation n'étaient pas celles d'aujourd'hui, je suppose. Et est-ce que le site était profitable à l'époque? Et oui. Comment vous avez fait pour le racheter? Est-ce que vous avez fait un pari sur l'avenir, sur la publicité, etc. Et la deuxième question, complémentaire, aujourd'hui, lors de la fusion, avec une industrie de la publicité en ligne qui est beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature, est-ce que finalement, votre site, par la publicité en ligne, se suffit à lui-même pour être florissant? Ou est-ce qu'il a encore besoin de capitaux extérieurs pour vivre?
Alors, on peut pas, là, Vas-y, alors ces lance-toi. deux questions. Ça donnera peut-être les deux. Le premier, donc sur Tom's Hardware, à l'époque, le vrai pari, c'était que c'était franchement des journalistes qui avaient créé Tom's Hardware. Le fondateur, il savait écrire, mais il n'avait créé aucune techno autour de ça. C'était incroyable, ce site avait une structure techno à zéro, ne se référençait quasiment pas dans Google. Et donc nous, on est arrivé, on avait appris tout ça. En 2007. Donc, en fait, c'est là où on a compris la pépite, à force d'avoir creusé et d'être sûr de tout ça. On dit, mais c'est une véritable pépite. Alors, il y avait tout à restructurer sur le management, le contenu, etc. Et on savait qu'il y a un boulot de fond, mais on savait qu'en pluguant nos outils techniques et finalement en transférant le site sur notre plateforme technique, on allait connaître une croissance extrêmement forte. Et cette croissance de Zio allait être alimentée par, nous, depuis le départ, on a un ADN qui est content et communauté. Je suis entre les anglicismes, on dit prime content et community, mais voilà, et on s'est dit, voilà, il y a ici un lectorat fidèle depuis 1996, une marque extraordinaire, donc là, il y a des bases pour lancer une communauté très puissante. Et c'est là qu'on a plugué nos outils aussi, notre savoir-faire sur les forums notamment, et on a connu une croissance extraordinaire là-dessus, et aujourd'hui, la communauté Tom's Hardware est sans doute la plus large communauté tech au monde. Voilà. Ça, juste en une seconde, les gens ne comprennent pas très bien comment la marque, ça fait x9 en trafic en 5 ans, comment ça a pu grandir autant alors que c'est quand même des gens qui font leur PC. La communauté, en fait, c'est les experts qui font leur PC qui vont aussi répondre à des questions de gens qui sont un peu moins, qui ont un peu moins de connaissances informatiques. Donc en fait, c'est les experts qui aident les autres. Voilà, Exactement. Voilà. C'est ce qui permet de donner une plus grande taille au trafic. Donc pour la deuxième question, aujourd'hui, donc les deux boîtes sont profitables. Encore une fois, c'est deux boîtes qui vont bien, qui sont cette année à plus de 30% de croissance. On va toucher l'année prochaine les 100 millions de dollars de chiffre. Donc ce qui nous intéressait dans ce deal, au-delà de la taille critique et d'aller en frontal, du coup, de devenir le deuxième réflexe après le leader mondial, et dans le milieu publicitaire, c'est très important. Il y avait aussi de la complémentarité, et comme je le disais, nous, notre ADN, c'était Content Community, et eux, leur ADN, c'est Content Shopping. Et aujourd'hui, on pense que l'avenir des médias online, et qui est très chahuté depuis un moment, on souffre tous de ces inventaires démultipliés avec les pressions sur le CPM, pour le jargon, désolé, mais tous les groupes médias online sont en difficulté. Néanmoins, on voit un retour vers la volonté d'une information de qualité, mais il faut un business model associé. Et le business model n'est pas que publicitaire, parce que si on ne pense que justement la publicité traditionnelle avec des contenus premium traditionnels, si on n'a pas la communauté qui donne un peu de scalabilité au contenu, et le shopping qui est inhérent au type de contenu que l'on utilise, qui se développe au sein de la communauté dont nous on parle avec nos journalistes, et si on n'a pas la capacité d'exploiter cette partie shopping comme il faut, on perd une partie du revenu. Donc aujourd'hui, on dispose de ces trois piliers, content, community et commerce, et nous pensons que c'est l'avenir des médias, que ça donne un véritable espoir aux médias, parce que c'est très scalable, et à nouveau, on peut réenvisager de la croissance et des profits très significatifs. Donc ce qui est très enthousiaste dans ce deal et dans cette complémentarité. Qui n'est pas souvent réuni dans tout ce qu'on voit se faire sur le web, où tout ce qu'on essaie d'avoir, c'est des page views, et donc essayer de vendre des page views. Donc on va avoir ces trois piliers. En général, on va avoir des acteurs qui vont faire du shopping, des acteurs qui vont faire du... Ce qu'on appelle content commerce, en fait, c'est du contenu qui est très proche l'une des meilleures comparaisons, en fait, c'est le guide d'achat de la FNAC en ligne, en fait, très proche de l'acte d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un bon 40% du chiffre de la boîte qui est sur de la commission à l'achat, en fait, qui était le modèle plus proche des comparateurs. C'est ça qui nous rejoint, d'ailleurs, sur le comparateur des débuts. Voilà, donc c'est vraiment très proche de l'acte d'achat, en fait. Parce que l'enjeu, c'est plus la comparaison prix, c'est les produits. Gorka, cette fusion que vous avez fait, est-ce que c'est un peu le trend setting pour les autres sites du type Ars Technica et tous ces autres sites
qui sont peut-être plus focusés sur le contenu et peut-être moins sur votre vision des différents revenus streams que vous adressez? Ars Technica, ça a été racheté par Condé Nast, qui est le groupe qui possède Wire, il y a quelques années. Ils le laissent dans un coin, ils n'en font absolument rien. Donc c'est l'exemple d'un rachat qui n'est pas très bien intégré. J'espère qu'il y a quelques trends dans ce qu'on fait. Ce qu'il y en a un qui est clair, c'est la consolidation du marché quand même. Donc Condé Nast avait un peu essayé, mais finalement la technologie n'est pas très importante pour eux. Mais on voit un autre groupe qui s'appelle Ziff Davis qui consolide beaucoup actuellement à force de rachats et de beaucoup de cash. Donc il y a clairement une consolidation, c'est l'un des trends majeurs. Je pense que Content Community Commerce, nous on aime bien et on voit d'autres sites médias qui vont dans cette direction. On parle un peu de façon aussi telle. Il y en a un autre, on pourra en parler des heures, c'est le terme de curation, qui est aussi quelque chose qui nous caractérise. C'est finalement il y a vraiment tellement d'informations sur le web que tout le monde, ça devient trop fatigant de lire 10 tests sur CNET, sur PCMag, on ne sait plus quoi acheter, on a trop d'infos. Et nous, dans pas mal de nos sites, on essaie on dit, on fait la recherche pour que vous n'ayez pas à la faire. Donc en gros, on dit c'est ça qu'il faut prendre. Et c'est pour ça qu'on est proche de l'acte d'achat. Arrêtez de. Voilà. Donc on essaie de limiter le nombre de choix. Ça c'est faire renaître un contrat de confiance entre l'éditeur et le lecteur. Qui est souvent perdu dans des sites où on se demande qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là. On voit sponsored post. Quand je vois sponsored post, je me dis bon voilà. Ça crée beaucoup de problèmes parce que c'est un gros, ça aussi c'est un gros train de monétisation. Tous ces sponsored posts, c'est tout le monde vu que les CPM baissent maintenant, c'est le trend du native advertising, du brand content, et ça cause des problèmes. Cette fusion, elle a intérêt à un moment où vous avez une vision de marché, mais vous avez aussi une certaine liberté dans votre boîte qui va bien. Il y a toujours des vicis, il faut les gérer, etc. Mais enfin, quand même, je pense que vous aviez une certaine liberté dans votre entreprise pour la gérer comme vous le souhaitiez. Prenez une décision lourde de se rapprocher d'un gros américain. Comment ça se passe là, la gouvernance? Vous avez fait quel choix? C'est je jette l'éponge, je fais 2 ans, j'accompagne le truc et je m'en vais, ou je veux m'accrocher et gérer cette boîte parce qu'elle est plus grosse? Comment ça se passe ça? Alors déjà, le premier constat est bien vu parce que c'est vrai que, comme tu disais aussi, une boîte c'est des étapes. Donc on est là, on vit des étapes difficiles, des moments, des mieux, etc. Et finalement, souvent, le moment où on commence à respirer, voilà, c'est le moment où paf, on fout tout en l'air. C'est vrai que c'était entre 2008 et 2012, c'était extrêmement structurant. On a pris des virages très forts, des investissements technologiques très très forts, qui ont mis du temps à payer, un peu plus long que prévu, comme toujours, etc., et qui se mettent à payer très très fort. Et à ce moment-là, on récolte tous les fruits de tout ce moment-là. On y va. Mais c'est là où je pense qu'il faut savoir avoir la tête froide. Justement, pas savoir, on est dans un milieu qui va tellement vite. Justement, on est en train de récolter les fruits, c'est justement là, il vaut mieux marier 2 boîtes qui vont très bien que de se marier quand on va mal. Alors c'est dur parfois, on se dit c'est dommage, on aurait bien pris un an un peu sympa là pour récolter les fruits et tout ça. Bon voilà, ça c'est le premier constat. Mais finalement, quand on est entrepreneur, il ne faut pas croire au Père Noël, finalement c'est toujours comme ça. Voilà. Donc première chose. Deuxième, oui, il s'est posé plein de questions sur la gouvernance, etc. Je suis le fondateur de cette boîte, mais ça fait bien longtemps que je suis lucide que ce n'est pas ma boîte, et je pense que c'est un truc très important quand on est entrepreneur, très vite quand on a un certain nombre d'actionnaires, de bien faire la différence. À partir du moment où on a commencé à avoir un pourcentage significatif de son capital qui est dans les mains d'actionnaires différents, c'est plus sa boîte. On est patron d'une boîte dont on peut être le fondateur et dont on est actionnaire, ce qui est très différent. Donc à un moment, il faut bien le comprendre. Et à partir de là, ça veut dire que le pragmatisme prime. Donc la première des choses, voilà, qui nous a habité, qui m'habite moi en tant que fondateur, mais qui nous a habité tous les deux, c'est-à-dire quelle est la meilleure décision pour la boîte. Et au fond, finalement, on y retrouve notre intérêt. Hein. C'est pas comme si on était devenu. Voilà, notre intérêt, c'est aussi de valoriser nos actions le mieux possible. Voilà. Mais ce pragmatisme est la première des choses. Et finalement, la raison pour laquelle cette fusion a réussi, c'est que peu importe ce que l'on sera dans cette fusion,
peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette fusion doit arriver parce qu'il y a une complémentarité incroyable. Et d'ailleurs, pendant cette fusion, ça a été très compliqué puisque le CEO de la boîte, les actionnaires ont décidé de le sortir. Donc, au milieu du guet, en pleine fusion, enfin, process de fusion, on s'était assigné. Donc, ça pose un tas de sujets. Pour être très clair et répondre à ta question, donc moi, à ce moment-là, je pose la question, est-ce que je me présente, puisqu'on part dans un process de recrutement et de dire, on va recruter un management de la Combined Entity. Voilà, et à ce moment-là, j'ai pris moi la décision de dire, en fait, je ne me présente pas. Pour deux raisons, principalement. Une première, qui est que je suis très dilué, notamment de ces 3 premières années difficiles. Voilà, donc je suis très dilué et on est dans un secteur extraordinaire où l'entrepreneur a des petites envies de se dire tiens, il y a 2-3 trucs que j'aimerais bien exploiter, et donc repartir dans l'entrepreneuriat. Donc finalement c'est une bonne opportunité. Et deuxièmement, pragmatisme et humilité, c'est de regarder, parce que là le projet, on est encore une fois sur une boîte qui est dans les 50 premiers compatriotes mondiaux, qui va passer les 100 millions d'euros de chiffre, qui vise le Nasdaq à 3 ans. Et je ne suis pas américain, je n'ai pas d'expérience. Aller en bourse, ce n'est pas forcément ma première passion. Et là, on a pu recruter un management de grande qualité. On a été allé chercher le GM de CNET à l'époque. Parce qu'au sein du groupe CNET, il y avait CNET.com. Et on est allé chercher ce manager qu'on a recruté collégialement entre les deux boîtes. Donc voilà, c'était un choix commun. Il a 10 ans plus que moi, une grosse expérience. Je pense qu'il va emmener cette boîte. Je vais avoir la chance de me retrouver au board et de voir un peu comment ça avance. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un cadeau. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. Et je pense que c'est des décisions importantes. Que vous, c'était Los Angeles, eux, ils étaient où physiquement? Entre New York et Salt Lake City. Mais nous, on était très aussi, avec ça gérait Mais l'idée, c'est d'en faire une boîte de New York. Donc voilà, là j'ai parlé pour et moi. te concernant, moi, sur la théorie, il y avait des convictions de choses qu'on ne voulait pas laisser passer. Tu viens de parler du fait qu'on a été très actif dans le process de recrutement du CEO. Si on n'avait pas une conviction forte que c'était la bonne personne pour faire la synthèse des cultures, il y a tellement de raisons pour lesquelles un deal comme ça peut ne pas marcher et du coup faire perdre toute la valeur qu'on a gagnée jusqu'ici en créant de la valeur pour cette boîte. Il fallait une conviction forte. Donc, d'un point de vue théorique, c'est ça, c'est cette conviction. Et là, ça fait 3 mois et ça se vérifie. Finalement, le fait que ça a été si long, la préparation de ce deal, aujourd'hui, ça s'est passé très naturellement maintenant. On se connaissait tous depuis plusieurs années, donc voilà. À titre personnel, moi, donc le CEO est venu avec son numéro 2 et je vais être numéro 3 à la direction de l'une des 2 business units qui sera soit Content Community, soit Commerce. Là, pour l'instant, je suis à fond sur l'intégration des 2 boîtes. en restant à Los Angeles? En restant à Los Angeles, on va être très décentralisé aussi, le management et 90 US. Jacques, d'abord félicitations pour votre parcours. Vous êtes accroché à passer par toutes ces étapes formidables. Une question en remontant le temps un petit peu, vous avez parlé des actionnaires français, mais il y avait un actionnaire à l'époque qui aurait pu participer, c'est Bertelsmann, qui vous connaissait. Bertelsmann, à l'époque, était implanté à Silicon Valley. Je me souviens, ils avaient des bureaux ici à San Mateo. Comment ça s'est passé avec eux? Est-ce qu'ils se rendaient compte de ce qui se passait? Parce qu'ils sont éditeurs et à l'époque, ils étaient passionnés par le web. Ouais. Bon, déjà, ils n'étaient pas actionnaires parce qu'on avait revendu Buy Central à 100% en cash. Mais ils vous connaissaient. Je crois que, pour y avoir passé quelques années, je crois que le problème fondamental de Bertelsmann, c'est que le patron du web, à l'époque, l'entité web, c'était Lycos, qui était un bon exemple d'ailleurs de partage de marques US-Europe, qui était une catastrophe, parce que c'était 2 boîtes séparées qui possédaient la licence de la marque. Et le patron a été le fils du fondateur de Bertelsmann, qui n'était pas fait pour ça. Et du coup, le web n'était pas tiré par un grand leader. Et du coup, je crois que chez Bertelsmann, il n'y avait pas une conviction forte qu'il y avait de quoi faire. Donc, en fait, le web, c'était principalement le web et les médias, au sens média de terme, c'est un groupe média. Et le web média était essentiellement sous l'angle de l'Écosse. Et bon, voilà, l'Écosse
près Et puis ici, groupe média, on a eu beaucoup de mal en tout cas en Europe, je pense qu'on peut se créer en disant que Lagardère a du mal à se réinventer sur le web. Et ils ont eu beaucoup de mal, et ils ont des similarités en plus, Bertelsmann et Lagardère, sur la façon dont c'est géré. Y compris dynastique. Non, mais chez Bertelsmann, c'est exactement ça. C'est tout à fait vrai. Et quand Index Ventures est intervenu, est-ce qu'ils avaient anticipé la fusion? Ils sont en 2008, ils arrivent en 2008, Index. Donc clairement, l'enjeu était de consolider. On avait déjà ce regard de consolidation du marché en 2008 avec l'arrivée d'Index. C'était vraiment ça. À l'époque, ils ont investi quand même 35 millions de dollars, donc c'était une levée significative à ce moment-là. Et là, la crise a stoppé toutes ces velléités, parce que vraiment, et c'était une double crise qu'on prend en 2008. Il y avait la crise financière, mais qui derrière, en fait, il y a toute la restructuration finalement de l'investissement publicitaire en ligne. Et se relever des deux, c'était quand même, on était très impactés. On a eu, pour la première fois, on était habitué à des croissances très fortes. On n'a pas seulement stoppé notre croissance, on a eu des croissances. Et avec une mutation obligatoire du métier, et c'est pour ça que je vous parlais de notre focus d'investissement techno. Et je pense qu'aujourd'hui, pas mal de groupes médias n'ont pas fait cet investissement technologique. Et aujourd'hui, sont face à des problématiques graves, parce que c'est une incapacité à évoluer avec ce qu'est le marché aujourd'hui. Voilà. Donc Index, à l'époque, venait pas forcément d'un esprit de fusion, c'était un esprit de, quoi qu'il arrive, de consolidation. Post-crise, on est revenu, on s'est dit, ça y est, on est revenu up and running et on réouvre les meilleures solutions, on a rencontré tout le monde et on a pris cette décision. Parfaitement soutenu par Index. Une question? Maxime. Vous avez fini, non? D'abord, bravo pour votre parcours aussi, c'est vraiment superbe. J'avais une question aussi, moi, pas sur Bertelsmann, mais sur le groupe Lagardère, en fait. C'est qu'à un moment donné, le groupe Lagardère était, je crois, le premier éditeur de contenu avec des magazines aux États-Unis, avait une partie technologique, avait Club Internet, là, enfin, remonté après Club Internet. Donc, ma question, c'est quel regard portez-vous sur la stratégie bonne, pas bonne, catastrophique de Lagardère Group? On est entre nous, il y a une caméra. Quel regard portez-vous sur le groupe Lagardère? Parce qu'on a deux exemples, Bertelsmann allemand et le groupe Lagardère français, quoi. C'est un sujet qu'on connaît un tout petit peu. Voilà, juste parce qu'on parle des groupes historiques qui se débrouillent pas bien. Il y en a un quand même, un allemand qui s'appelle Axel Springer, qui a fait quand même, je trouve qu'il se structure quand même pas mal et qui a fait quelques très belles acquisitions. Même s'ils les ont achetés cher, ils ont fait de belles acquisitions. Je pense à Au Féminin, je pense à Se Loger. Ce sont très belles acquisitions. Et c'est un groupe qui structure intelligemment. Il y a deux groupes suédois norvégiens qui marchent très bien. Il y a Schibsted et Bonnier. Bonnier, bien sûr. Donc voilà. Alors, effectivement, Lagardère, on s'accorde tous pour dire que malheureusement, c'est pas bien géré. Ça manque de vision. Ils n'ont pas su prendre les bons virages. Maintenant, juste pour au rayon des critiques, c'est vrai qu'on se dit où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, etc. En attendant, quand il a vendu l'international, la presse, le print à l'international, il en a tiré beaucoup d'argent. S'il avait attendu aujourd'hui, ça vaudrait zéro. Donc ça, à l'époque, on a un peu rigolé, mais en attendant, c'était quand même pas si mal vu. Donc, moi, je le mets plutôt à leur place. Je pense qu'ils préparent des petites choses qui vont être annoncées sous peu. Donc ils vont continuer un peu de restructuration, y compris en France. Et à côté de ça, ils ont de vraies pépites de contenu. Ils ont quelques sites, ils ont fait une acquisition qui est une belle acquisition, qui est Doctissimo en France. C'est une très belle acquisition qu'ils n'ont malheureusement pas su faire évoluer. Mais il y a encore de beaux actifs et de jolies choses à faire. Lagardère active maintenant sous l'égide de Denis Oliven, l'ancien patron de la FNAC. Ouais. Et qui, alors on verra, c'est un groupe très compliqué, très politique, qui manque de guidelines. Voilà, on sent bien, et tout ce qu'on perçoit à l'extérieur est un peu vrai à l'intérieur quand même. Mais Denis Oliven fait plutôt du bon boulot pour essayer de faire évoluer ce bateau. Et il n'est pas impossible qu'on les voit évoluer de façon un peu plus positive.
voilà, maintenant voilà, c'est une gouvernance un peu particulière et on n'est jamais à l'abri de réactions particulières. Une dernière question, parce que je vois l'heure qui avance. Oui, Jacques. Et les réseaux sociaux, est-ce que ce genre de métier ne va pas migrer sur des réseaux sociaux existants ou nouveaux? Il faut parler des forums. C'est pour justement distinguer des réseaux sociaux. J'adorerais répondre, mais est-ce que je parle beaucoup? Oui, moi je me trouve deux niveaux de réponse. D'une certaine manière, ça a déjà migré. C'est comme ça que les gens découvrent le contenu, par des partages. Finalement, la marque devient de moins en moins critique. C'est plus la qualité d'un article qui fait qu'il va devenir viral. Il faut s'adapter, il faut savoir créer cette viralité. Voilà. Fleur Pellerin aujourd'hui a tweeté un de nos articles voilà, en France. Hein, donc, c'est une petite chose, non mais c'est vrai. On a encore ça, on est content quand même. Non, est-ce que de la même manière, donc les réseaux sociaux, mais les marques restent importantes. Donc il faut savoir exploiter les deux niveaux. Et l'autre commentaire pour nous, c'est qu'on a beaucoup, quand on dit communauté, nous, c'est principalement le monde des forums. C'est ce que je disais au début très spécifique au marché de la technologie. Dans la technologie, on estime qu'il y a un tiers de la lecture qui est que acheté, un tiers qui est un peu l'actualité du secteur et un tiers qui est j'ai un problème, aidez-moi à le résoudre. Et ce tiers de lectorat, pour l'obtenir, c'est des how-to, des réponses, et ça la communauté le fait très bien entre eux. Donc là on n'est pas vraiment dans les réseaux sociaux, on est plutôt dans des réseaux d'entraide, de peer-to-peer. Alors ils sont connectés, ils peuvent avoir des identifiants Facebook, tout un co. Mais pour nous c'était un driver de croissance considérable et c'est quelque chose sur lequel on veut travailler nous encore plus à l'avenir parce qu'on voit beaucoup de valeur dans ces forums où il y a de l'expertise. Et finalement, la différence entre les réseaux sociaux quand même et des forums, c'est que là, il y a du contenu qui est créé. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de partage, finalement, il y a de l'influence qui propage, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contribution. Dans les forums, dans les blogs, il y a un apport des users qui est important. On ne se contente pas d'appuyer sur like. Et je crois que je n'y avais pas pensé dans notre conversation préparatoire. L'idée du forum, c'est revenu à la surface comme quelque chose qu'on peut bien distinguer espèce d'énorme bouillonnement un peu amorphe, c'est pas le mot, parce qu'amorphe, quand on dit amorphe en français, ça veut dire sans énergie, mais pas très distincte de réseau social. Pardon ? Sans forme. Sans forme, oui. Non, on va arrêter. Non, parce que sinon on a encore jusqu'à minuit. Merci, mais vous pouvez continuer. On va. Vous l'avez senti, j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer nos deux invités. J'espère que vous allez pouvoir continuer autour d'un verre. Merci beaucoup.